Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et si nous laissions un peu de place à l'inattendu dans la rencontre amoureuse? Et si nous jetions aux orties tous les filtres mentaux que nous paramétrons pour trouver le grand amour? Et si nous délaissions un instant les rendez-vous influencés par les algorithmes des sites et applis comme Appen, Tinder ou Adopt un Mec? Et si nous faisions fi de l'hyper-contrôle qui nous coupe d'une éventuelle moitié à laquelle nous n'avions jamais songé, qui n'était a priori pas notre genre? Et si nous changions de perspective en laissant advenir un peu plus souvent le dieu du hasard dans notre quête de l'amour? Bref, et si nous passions à côté d'une belle histoire d'amour, à force de rester coincés dans nos bulles, nos préjugés, nos a priori, nos habitudes, nos zones de confort? Pour nous éclairer ce matin, la psychopraticienne Cécile Guéret, la philosophe Olivia Gazalet et le psychologue social Lubomir Lamy. Et vous, quelle place laissez-vous à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse? Nous vous attendons au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Christine Lapellé-Douel. Bonjour Ali Rébéi. Vous remplacez cette semaine notre camarade philosophe Thibaut de Saint-Maurice. Quel est le menu de votre ordonnance littéraire cette semaine, vers 11h25? Mon ordonnance va être à la fois très classique, très classique, et puis aussi une petite pincée de moderne, vous allez voir. À tout à l'heure Christine Lapellé-Douel. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi. L'amour, tout le monde l'apprend en un instant, n'est-ce pas? Par le croisement des regards. Dans le croisement des regards, dans un serrement de main, dans une rencontre, au coin de la rue, n'est-ce pas? Un homme qui s'en croyait pas capable, tout d'un coup, la bouleversé, transformé, il a rencontré quelqu'un en sortant du métro d'enfer, n'est-ce pas? Il a rencontré quelqu'un. Ici, il n'y a pas d'apprentissage. Ce qu'implique le verbe même, c'est prendre, n'est-ce pas? Qui implique la soudaineté, la vertu de l'instant, la fulguration, le coup de foudre, n'est-ce pas? Enfin, l'étincelle tout au moins, sinon l'éclair. L'étincelle, laquelle s'allume en s'éteignant d'ailleurs, apparaît en disparaissant. Il n'y a pas d'apprentissage, c'est un événement. C'est une chose qui arrive. C'est arrivé au coin de la rue. Donc c'est de l'ordre de l'événement. Une émission sous le haut patronage de Vladimir Djankelevitch en 1972 sur France Culture. Ça n'est pas trop la pression. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopraticienne en gestalt-thérapie à Tours, journaliste spécialisée en psychologie, auteur du blog La Psy Buissonnière, et vous venez de publier un livre très intéressant, Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, chez Albin Michel, un éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Bonjour Olivia Gazalet. Bonjour Ali. Vous êtes philosophe et vous avez notamment publié au livre de poche Je t'aime à la philo quand les philosophes parlent d'amour et de sexe. Bonjour Lubomir Lamy. Bonjour Ali. Vous êtes professeur en psychologie sociale à Paris Descartes et vous avez publié aux éditions Erol L'amour ne doit rien au hasard. Alors Cécile Guéret, vous pensez que les explications scientifiques, psychologiques, sociologiques à l'amour désenchantent les choses de l'amour et empêchent peut-être de se laisser aller à la surprise de la rencontre? Oui, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on observe, c'est que le XXe siècle a tenté de trouver des explications variées au phénomène amoureux, à cette rencontre, à cet événement, cet inattendu de l'amour. Donc des explications psychologiques, par exemple, en tirant un trait entre l'expérience de la petite enfance et nos expériences amoureuses adultes, ou des expériences biologiques, avec l'idée que l'amour serait une chimie hormonale, quelque chose qui nous bouleverserait comme ça dans le corps, ou des expériences même, l'idée que ce serait lié à l'évolution en fait, l'amour serait une manière pour l'espèce humaine d'être optimale dans l'évolution. Alors toutes ces explications, pourquoi pas, elles sont absolument passionnantes, mais je trouve que l'inconvénient, c'est qu'elles ont tendance à déshabiller la singularité de notre vécu et elles désincarnent l'événement amoureux et elles le déshabillent aussi des enjeux affectifs et existentiels qui existent dans la rencontre amoureuse. Olivia Gazalet, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Puis moi, j'aime beaucoup Djankelevitch. Donc, on a commencé par Djankelevitch et qui fait la différence entre l'amour et l'amateurisme aussi. L'amateurisme, c'est justement quand on est capable de dire j'aime telle chose pour telle et telle raison, un bon vin parce qu'il est de telle cuve, etc. Alors que l'amour est une élection, dit Djankelevitch, immédiate, instantanée, une espèce de fulguration. Et il y a une dimension de transfiguration dans l'amour. On n'aime pas seulement quelqu'un parce que pour ses qualités objectives, on le recrée aussi. Donc c'est tout ça qu'il dit très bien. Cécile Guéret, votre livre débute dans votre cabinet à Tours avec plusieurs patients qui ne trouvent pas l'amour, des cœurs esseulés qui n'arrivent pas à trouver leur moitié en dépit de leurs efforts.
Oui. Comme Juliette, je pense à Juliette, qui vous raconte ses rencontres sur les applis, les dîners arrangés, les fêtes, rien n'y fait. Oui, il y a beaucoup de souffrances amoureuses, de difficultés à rencontrer l'amour, quand on a envie en tout cas que ça arrive et que ça ne vient pas. Et il y a beaucoup aussi de désespoir avec l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut et que malgré tout on n'y arrive pas. Ça peut mener à beaucoup de culpabilisation ou de honte, l'impression qu'on n'est pas aimable, qu'on ne vaut pas la peine, que de toute façon personne ne pourra jamais nous aimer. Il y a une espèce de fatalité comme ça qui s'instaure et je trouve ça à la fois extrêmement triste et difficile et en même temps injuste aussi. Parce que certes, dans la rencontre amoureuse, on existe en tant qu'individu, donc on a notre part à prendre, notre responsabilité. Néanmoins, on est aussi part d'une société de contraintes et aussi d'une culture qui rend la rencontre amoureuse difficile, compliquée, en tout cas qui peut l'enfermer dans des certitudes. Avec cette crainte de passer à côté de sa vie, à force d'attendre l'amour. Et on oui, attend comme dans un roman de Beckett ou de Buzzati. Oui, voilà, exactement. Et comme dans un roman, il y a aussi l'idée que l'amour devrait être, comme disait Yankelevitch là en introduction, une révélation, un bouleversement. Donc on a aussi une image assez idéale de l'amour. Donc on est dans cette attente de ce bouleversement qui changerait toute notre vie. L'un des problèmes avec la rencontre amoureuse contemporaine, c'est que nous cherchons l'assurance de trouver la bonne personne. Je vous cite Cécile Guéret, nous aimerions nous rassurer avec des catégories mesurables, calculables, quantifiables, comparables et classables sur lesquelles nous pourrions exercer toute notre maîtrise, toute notre emprise. Oui, et il faut dire qu'on est dans une société où il y a énormément d'incertitudes écologiques, sociales, économiques. Donc ça nous rassure, c'est d'avoir des certitudes, c'est familier, c'est rassurant, c'est sécurisant. On a des certitudes sur nous-mêmes parce qu'on a une idée très définie de qui nous sommes. On a aussi des certitudes sur l'autre que nous aimerions rencontrer, mais aussi des certitudes sur la rencontre. Comment devrait se passer la rencontre, dans quel lieu, même quelle émotion, quelle sensation on devrait avoir absolument, les papillons dans le ventre, les mains moites. On a une idée très précise, mais alors la difficulté, c'est que toutes ces certitudes pourraient un peu enfermer la rencontre amoureuse, parce que ce que je crois, c'est que toute rencontre véritable est surprise, et la rencontre amoureuse encore plus que toutes les autres rencontres, elle est surprise de l'autre, de la relation, et aussi de ce qu'on apprend de nous-mêmes dans cette relation. Mais nous voulons tout prévoir pour éviter les déceptions et les souffrances. Pour éviter les déceptions, c'est un peu le principe de précaution. Et puis souvent, on a déjà souffert en amour, donc on n'a pas envie de recommencer. Et ça aussi, le contrôle, ça permet aussi de nous sortir un peu de l'impuissance. Au moins, on a l'impression de maîtriser quelque chose. Lubomir Lamy. Oui, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait préciser pour les auditeurs. Il y a deux façons d'entrer en amour. Il y a ce qu'on a appelé l'amour lent et le coup de foudre qu'évoquait Yankelevitch. Alors, le coup de foudre est beaucoup moins fréquent, c'est de l'ordre, disons de 5%, grosso modo. C'est tout de même assez rare. L'amour lent est le cas le plus typique, le plus fréquent, mais l'amour lent, c'est-à-dire la rencontre progressive, la découverte très progressive, très lente de l'autre personne, c'est quelque chose qui n'est pas bouleversant. Vous voyez, dans ce qui a été évoqué là dans les minutes précédentes, il y avait des choses qui étaient de l'ordre de l'émotion. Vous avez parlé des mains moites, des papillons dans le ventre, et Yankelevitch parlait du fait d'être bouleversé. Donc il y a une dimension émotionnelle, et la dimension émotionnelle, évidemment, va être moins prégnante, moins flagrante, moins évidente, moins spectaculaire, quand ce sont des gens que l'on connaît depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et pour lesquels on n'a pas, pour reprendre un terme, c'est usité, flashé, ils nous ont pas bouleversés dès l'abord, ça n'a pas été un coup de foudre, et longtemps après, alors voyez, si on utilisait la phrase ils ont fini par tomber amoureux, vous voyez que d'emblée à l'oreille, on se dit qu'il y a quelque chose d'étrange, d'un peu paradoxal. Ils ont fini par tomber amoureux, est-ce que c'est simplement possible? Est-ce qu'on n'est pas amoureux dès l'abord? Dès l'abord. Alors peut-être avec des circonstances de la vie qui font que l'un est marié, son cœur est déjà occupé ailleurs. Oui, je crois qu'effectivement, nous sommes pris dans ce paradoxe qui nous coince un petit peu. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une image de la révélation amoureuse, de l'amour qui devrait nous bouleverser, nous emporter. C'est un peu l'image du coup de foudre dont on rêve. Et en même temps, on a aussi l'idéal du couple qui s'instaurerait dans la connaissance de l'autre, progressive, cumulative. Et ça, ce serait le couple qui durerait, qui nous rassurerait. Et de la même façon, d'ailleurs, on est pris à la fois dans une société, la société de consommation qui érige nos désirs comme
un petit peu les fondements légitimes de nos choix, il faudrait suivre nos désirs, et en même temps une culture traditionnelle judéo-chrétienne qui se méfie des désirs. Et donc en fait, on est ballotté dans ces contradictions-là qui font que finalement, on ne sait plus trop ce qu'on attend de l'amour et de la rencontre amoureuse. Olivia Gazalet. Oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement la conception de Jean Kelevich, puisque vous avez ouvert l'émission comme ça, c'est une conception qui concerne effectivement, lui il dit où on aime d'emblée, tout de suite, où on n'aime pas. Et en fait, il dit que l'amitié ne se transforme jamais en amour. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des couples, effectivement, et il y en a, qui par la connaissance. C'est le célèbre débat entre Descartes et Spinoza. C'est est-ce qu'on aime quelqu'un pour ses qualités objectives ou est-ce que c'est parce qu'on l'aime qu'on lui trouve des qualités? Est-ce que c'est subjectif ou objectif cette affaire-là? Donc évidemment, je penche tout à fait comme vous deux pour l'aspect subjectif. Et puis on peut aussi distinguer, et ça c'est Francesco Alberoni qui distingue en italien, le mot est tellement beau, l'innamoramento, le fait de tomber amoureux, et l'amour. Et il dit qu'effectivement, l'innamoramento, c'est le début, donc c'est ce côté, les papillons dans le ventre, la passion, le coup de foudre immédiat. Et est-ce que cet amour va réussir à se transformer avec le temps en une sorte d'amitié amoureuse durable? C'est toute la question et c'est toute la difficulté. Et ça dépend de beaucoup de paramètres. Redites-nous, Olivia Gazalet, ce beau mot italien. Innamoramento. C'est magnifique. Et le titre du livre, c'est Innamoramento e amore. Alors, je vous propose d'écouter la grande sociologue Eva Illouz dans l'émission C'est politique dimanche dernier. C'est qu'on a là un choix infini de possibilités sur Tinder, Eva Illouz. Et vous y voyez pas, c'est pas un choix que vous voyez. Vous voyez, vous, ce que vous appelez un non-choix. C'est-à-dire que sur Tinder, on refuse beaucoup plus qu'on accepte et ça devient quasiment un mode de vie. Alors vous avez raison, le swipe left de Tinder, le fait qu'on va balayer sur la gauche et donc ça veut dire qu'on va rejeter quelqu'un. Pour moi, c'est devenu une sorte de métaphore ou de paradigme des relations. Ce sont des relations qui sont devenues incertaines. Ouais. Et c'est le phénomène de l'incertitude qui m'intéresse dans les relations sentimentales et sexuelles. Et il me semble que cette incertitude, même si les poètes diraient que elle a toujours été présente dans le sentiment amoureux, j'essaye de montrer précisément qu'il s'agit d'une incertitude nouvelle qui n'est pas celle qu'on attribue normalement au sentiment amoureux. Cécile Guéret, réaction aux propos d'Eva Illouz, que vous citez d'ailleurs dans votre livre. Oui, tout à fait. Je trouve qu'elle a une analyse extrêmement juste des rapports amoureux aujourd'hui. Elle parle de Tinder, mais en fait, on est tous baignés dans ce bain-là. Même en n'étant pas sur Tinder, on a été modelé par Internet et les applications de rencontres. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que Internet a un peu radicalisé la notion de sélection. Alors, à la fois, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de certitudes sur nous-mêmes dans le sens où on coche des cases en se définissant, en éditant sa fiche sur Internet, sur les sites de rencontres. Et donc, du coup, on donne une version de soi extrêmement précise et définitive, comme si on n'allait jamais évoluer, en fait, d'une certaine façon. On coche des cases aussi pour choisir l'autre. Et du coup, en fait, c'est comme si au moment où on se rencontre, on est un peu dans un face-à-face réfrigéré avec l'autre, où on ne sait plus sentir ce qui se passe dans cet inattendu de la rencontre avec l'autre. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi forcément prendre le risque de l'inattendu, de la surprise dans la vie réelle, quand on peut confortablement chercher l'amour grâce au paramétrage de nos choix sur une appli ou sur un site de rencontre? Il y a de toute façon, même dans la vraie vie, j'allais dire, en dehors d'Internet, il y a toujours une forme de paramétrage, mais on s'en rend pas forcément compte. Il y a, ne serait-ce que par un regard, on sait si l'autre appartient à peu près à la même catégorie socio-professionnelle, au même monde, c'est-à-dire s'il partage à peu près les mêmes valeurs. Ça s'adresse à Lubomir Lamy qui ne croit pas du tout au hasard en amour. Non, pas trop. Non, mais je pense qu'effectivement... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi effectivement, il y a un portrait robot. On a implicitement un portrait robot de la personne que l'on souhaiterait rencontrer. Mais ce que je voudrais ajouter à vos propos, c'est le fait que dans la réalité, les personnes envers qui on s'engage sur un plan amoureux ressemblent souvent très peu à nos choix théoriques. Et ça a été bien étudié. Les gens expriment leur choix pour une partenaire idéale, la personne qu'ils souhaiteraient absolument rencontrer. Mais quand ensuite on les teste en situation réelle, notamment lors de speed dating, on voit que la personne qu'ils vont souhaiter rencontrer à nouveau,
ça n'est pas la même. Elle coïncide pas avec le portrait qu'ils avaient fait. Ça veut dire qu'il y a quand même une forte malléabilité du choix amoureux. Tant mieux, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on est quand même ouvert à cet inattendu, c'est fabuleux. Lubomir Lavie, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous ne croyez pas au hasard dans la rencontre amoureuse. Christilla Pelledouane. Mais très rapidement, il y a une dimension qui me semble fondamentale, c'est celle de l'inconscient quand même, et de la rencontre des inconscients. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de se connaître, en réalité, que sait-on de nous-mêmes pas grand-chose, de l'autre sans doute encore moins, et les deux inconscients s'attirent et se reconnaissent, même si nous ne le savons pas. Mais j'allais dire exactement, j'allais parler de l'inconscient aussi. Donc, en fait, oui, parce que on aurait l'impression que d'un côté, avec ces applications, on arriverait à une espèce de science de l'amour où on pourrait s'accorder, à maîtriser avec des paramètres et on pourrait, en quelque sorte, abolir le hasard en rentrant dans des paramétrages extrêmement précis de la personne qui m'attire. Alors qu'en réalité, il y a des tas de choses qui nous débordent. On ne sait pas pourquoi spécialement on tombe amoureux de cette. Ce sont les inconscients qui rentrent en contact l'un avec l'autre. Donc c'est un peu illusoire de dire que d'un côté il y aurait la science de l'amour qui ferait qu'on éliminerait, qu'on abolirait le hasard en quelque sorte, et de l'autre côté on aurait l'indéterminé, l'imprévu. Non, je pense qu'il y a du prévisible dans l'imprévisible et de l'imprévisible dans le prévisible. Oui, mais il y a même, quand bien même avec ces applications et Internet, on coche des cases, il y a toujours l'inattendu de la rencontre. Voilà. Au moment de la rencontre, il y a le vertige de la rencontre avec l'autre, heureusement pas. Et vous, oui ou pas? Et vous, quelle place laissez-vous l'odeur, la chimie, tout ce qui est là. Et vous, quelle place laissez-vous à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse? Préférez-vous tout contrôler en la matière ou pas du tout? Nous attendons au 01 45 24 7000. Clara Marliot-Magui, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. C'est elle, c'est mon amour. Oh, si elle savait que je l'aime. Grand bien vous fasse. Roméo, oh Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo? Sur France Inter. 10h26 et on s'intéresse ce matin à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse avec la psychopraticienne Cécile Guéret, la philosophe Olivia Gazalet et le psychologue social Lubomir Lavie. Vous en avez fait des belles rencontres, des rencontres un petit peu bouleversantes ici? Ouais, à la gare de Lyon même. Quel style? Un jour, je suis tombée très amoureuse dans un train qui partait d'ici, qui allait vers le sud. Voilà. C'est un petit peu le rêve et le fantasme de plein de monde. C'est arrivé, j'étais très en retard en plus, alors c'était sur ce quai là, le quai D. Et j'étais très en retard, je courais comme une dératée et je suis arrivée dans le train et je suis tombée amoureuse. Ça change quoi justement de tomber amoureux dans un train? Un train, un TGV, c'est un truc un peu, pas impersonnel, mais oui, un peu neutre. Et tout d'un coup, dans un wagon, là, tout d'un coup, il se passe un truc magnifique. C'est en mouvement, ça part vers quelque part. C'est une belle image, quoi, de partir en voyage et de tomber amoureux. C'est incroyable. Enfin, oui, j'ai trouvé ça incroyable. Hein, je m'en suis toujours pas remise, mais c'est. En tout cas, c'est un scénario de film vu et revu. Hein. Ouais, mais on raconte toujours ça comme une histoire un peu genre qui peut pas tellement arriver. Possible, ouais. Ouais, et voilà, moi ça m'était arrivé. Les propos de la comédienne Romane Boringer en 2003 sur France Inter. Vous vouliez réagir, Lubomir Lavie? Oui, parce que c'est frappant. Ces propos correspondent trait pour trait à une expérience classique en psychologie sociale de Tonnet Aron 1974. Ça reprend trait pour trait cette logique. C'est ce que les auteurs à l'époque appelaient misattribution, une erreur d'attribution, une erreur d'interprétation sur ce qui se passe en nous. Alors elle disait j'étais très en retard, je courais. Donc elle avait le cœur qui battait très vite. Ça correspond exactement à l'expérience de Tonnet Aron, où une personne qui a le cœur qui bat très vite tombe plus volontiers amoureux de l'enquêtrice avec qui il s'était trouvé pendant quelques instants. Ça c'est absolument typique des effets de l'émotion et des erreurs d'interprétation qui peuvent en découler. Lubomir Lavie, vous nous cassez nos rêves autour de la table. Cécile Guéret, vous venez donc de publier « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise ». Pourquoi l'amour devrait-il passer par la surprise? Vous citez d'ailleurs le pédopsychiatre et psychanalyste Daniel Marcelli. « Nulle rencontre sans surprise. La surprise préside à toute rencontre. Elle en est la condition ».
Mais oui, parce que la rencontre véritable fait surprise dans le sens aussi où elle nous affecte. L'autre nous affecte, il a un effet sur nous. Alors ça peut être effectivement le cœur qui bat, comme quand on court après un train, mais aussi on a un effet aussi sur l'autre. C'est-à-dire que l'idée de la surprise dans l'amour, c'est aussi de se placer dans le mouvement de la vie, dans ce qui peut être inattendu, être un petit peu inouï, jamais vécu auparavant. Et je crois que la rencontre amoureuse et dans cette surprise-là, se place dans cette surprise-là, parce que elle nous révèle à nous-mêmes par l'intermédiaire de la rencontre avec l'autre. Olivia Gazalet. Oui, mais je pensais à deux exemples dans la littérature où en fait on tombe amoureux d'une personne qui n'est pas notre genre, a priori qu'on n'aurait pas. Oui, il y a Proust. Donc la première fois que Swann voit Odette, il la trouve pas du tout son genre. Il n'aime pas son teint, il n'aime pas la façon dont elle est habillée. Et Aurélien d'Aragon qui commence par la première fois qu'Aurélien vit à Venise, il la trouva franchement laide et aussi mal habillée. Donc vous voyez que l'inattendu là, ça peut être une personne qu'on n'aurait absolument pas remarqué. Peut-être effectivement, on a le cœur qui bat ce jour-là et on est dans un état émotionnel particulier et on la remarque. Et puis encore une chose encore plus inattendue. Et ça, c'est arrivé à une jeune personne très jeune de mon entourage, une amie de ma fille pour ne pas la nommer, qui cherche le prince charmant comme beaucoup de jeunes filles de son âge et est tombée sur une princesse charmante. Et elle est tombée folle amoureuse d'une jeune fille. Et ça, je trouve que cette histoire, moi, elle me frappe énormément parce que alors là, vraiment, on est dans l'inattendu le plus total. Et donc, on voit bien aussi que l'amour nous révèle à nous-mêmes. Lubomir Lamy. Oui, moi j'aimerais faire un retour bref sur le mythe de l'amour, parce que ça relève quand même du mythe. C'est un classique et un mythe. Et je prendrais pour exemple deux textes qui sont pour moi de référence parmi les plus anciens. C'est Roméo et Juliette et Tristan et Iseult. Et dans ces deux textes, qui sont vraiment comme le fondement du synopsis d'une histoire d'amour, on voit que rien ne se passe comme il était prévu. C'est flagrant. Dans Tristan et Iseult, il y avait un filtre d'amour qui était destiné à Iseult et au roi Marc, qu'elle doit épouser. Sauf que quand Tristan la ramène vers le roi Marc, ils sont sur un navire, il fait très chaud, ils ont soif, et on leur apporte ce qu'on croit être une boisson. Et donc le filtre d'amour, finalement, va les lier de façon définitive. Ils s'aimeront d'un amour éternel. Mais ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et dans Roméo et Juliette, ça commence par, vers le début du roman, ça commence par cette scène, la grande fête donnée en l'honneur de Juliette, dans laquelle Roméo s'introduit subrepticement, puisque ce sont deux familles ennemies. Et là, il tombe follement amoureux. En allant voir Rosaline, qui est son amour actuel, il tombe amoureux de Juliette. On voit que le scénario dérape dès le début. Allez, on accueille deux auditeurs. Bonjour Aurélia et bonjour Rémi. D'abord Aurélia, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Eh ben, écoutez, tout ce que vous venez de dire, ça fait vraiment écho à mon expérience, parce que moi, c'est précisément parce que j'ai laissé de la place à l'imprévu que j'ai rencontré mon compagnon. J'ai pas du tout de jugement sur la meilleure façon de rencontrer l'amour. Hein. Je sais juste que les rencontres sur Internet, c'est pas mon style, parce que c'est biaisé d'entrée. Il n'y a pas de surprise, comme disait vous invitez, même si voilà, on sait pas exactement la personne qu'on va rencontrer. En tout cas, moi, j'ai pas du tout une approche consumériste des relations, et c'est le hasard total qui m'a fait rencontrer mon compagnon en vacances. J'étais avec un plan dans la main dans la rue. Une personne me demande si je cherche mon chemin. En l'occurrence, je ne cherchais pas mon chemin, mais au lieu de lui dire non, je vous remercie madame, je lui dis voilà, je vais à tel endroit, je vérifiais juste que c'était bien par là, et puis on commence à discuter, on allait dans la même direction. Elle me dit qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un, elle commence à m'en parler, d'ailleurs avec pas forcément en parlant de façon très positive d'ailleurs, mais bref, finalement on se retrouve tous les trois. Et alors que j'aurais pu poursuivre mon chemin, les laisser là et eux faire leur soirée de leur côté, c'est parce qu'on a tous les trois laissé la place à l'imprévu, qu'on s'est rencontrés, qu'on a passé la soirée ensemble. Sur le papier, typiquement c'est quelqu'un, mon compagnon, donc la troisième personne que je n'aurais jamais pu rencontrer sur Internet, qui rentre pas dans les cases, qui correspond pas aux paramètres que j'aurais potentiellement pu cocher, qui a pas du tout le profil du prince charmant. On n'a pas eu le coup de foudre ni pour l'un ni pour l'autre.
Mais comme a dit une de vos invitées, j'ai pris le risque de la surprise et j'ai pris le risque de me laisser guider par ce truc magnétique qui... Enfin, je suis croyante en rien, mais là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me poussait vers lui, alors que je pensais... si j'avais utilisé mon cerveau rationnel, ça m'en aurait éloigné. Et 3 jours après notre rencontre... on avait l'impression de se connaître depuis 20 ans, d'être à la fois amis, frères et sœurs, amants, on se correspond complètement. Et alors que mon entourage arrêtait pas de me dire « Ah, mais t'es peut-être trop exigeante, tu crées peut-être pas les conditions favorables à la rencontre » parce que j'ai passé pas mal de temps à préférer être seule que mal accompagnée. Et ben là, je me dis la vache, ça vaut le coup d'attendre et de se faire confiance, en fait. Très beau témoignage, Aurélia. Notre invitée, Cécile Guéret, boit du petit lait. Oui, merci beaucoup, Aurélia. C'est vrai que c'est magnifique et puis je trouve que c'est vraiment très beau et c'est un petit peu le chemin que j'essayais de tracer dans le livre, de proposer en tout cas. C'est comment est-ce qu'on peut être dans une posture d'ouverture et de découverte, en tout cas pour l'inconnu du monde. Alors là, dans une ville étrangère, avec un plomb. En tout cas, aussi, il y a l'inconnu de la découverte de l'autre, tel qu'il est inattendu. Enfin, juste en fait, il est autre, donc forcément, il n'est pas là où on l'attend, et c'est ça qui est absolument magnifique. Mais ce que dit aussi Aurélia, c'est l'inconnu de ses ressentis. C'est-à-dire de comment cette rencontre avec cette autre personne lui a fait découvrir quelque chose d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, qui a été inattendu et qu'elle s'est laissé le temps de découvrir. Aurélia, j'ose à peine laisser la parole à notre psychologue social, Lubomir Lamy. Je sens qu'il va casser nos rêves. Non, pas du tout. Non, mais ça me faisait penser au fait que ce qu'on appelle le champ des éligibles et les personnes, entre guillemets, possibles, le champ des éligibles, en général, est très restreint. Donc, l'inattendu, c'est comme la porte ouverte pour avoir, davantage de possibles. Olivia Gazalet, sur le beau témoignage d'Aurélia. Oui, à un moment, elle a parlé de croyance. Elle dit j'y crois pas. Et c'est vrai qu'il faut quand même se souvenir qu'en amour, on est quand même dans le registre de la croyance. Donc, on peut croire au hasard et croire que les choses sont finalement totalement indéterminées, qu'elles auraient pu ne pas arriver. On peut croire aussi au destin et dire oui, ça devait arriver parce qu'on devait se rencontrer, on était faits l'un pour l'autre, etc. Mais dans les 2 cas, en fait, on est dans le registre de la croyance. Personne ne détient la vérité de l'amour et de la rencontre. Bienvenue Rémi. Oui, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, vous laissez de la place à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse, ou vous préférez les algorithmes qui vous balisent un peu le chemin? Alors moi à la base j'étais pas du tout sur Tinder et tout. Mon frère m'a un peu forcé la main. Ah bon? Et j'ai fait une rencontre et du coup ça s'est soldé par maintenant on est mariés, nous avons un enfant et nous avons donc certes comme je disais on s'est choisi un petit peu parce qu'il y a eu une présélection via l'application, mais derrière on est des personnes totalement différentes. Et on s'apporte énormément de choses et je pense qu'il n'y a pas eu que l'application. Moi je crois beaucoup à la chimie entre personnes et cette chimie s'est créée et voilà, et depuis nous filons le parfait amour. Merci beaucoup Rémi pour votre témoignage, merci également Aurélia. Alors Anna nous dit sur notre page Facebook, se laisser surprendre par quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est merveilleux et angoissant. Et oui. Cécile Guéret. Et oui, bien sûr. Mais oui, c'est angoissant parce que toutes ces certitudes, elles nous rassurent, elles nous sécurisent. Et puis c'est angoissant parce que ça crée des sensations, des émotions inconnues et que on n'est pas dans le contrôle et que aussi on s'ouvre à cet inattendu de l'autre et on ne sait pas s'il va nous apporter du bon, des choses merveilleuses qui vont nous faire plaisir, nous faire du bien, ou au contraire plutôt de l'inattendu qui pourrait nous bouleverser et être un petit peu difficile à vivre. Et parmi les obstacles qui nous empêchent de s'abandonner à la spontanéité de la rencontre amoureuse, il y a l'hyper-contrôle. Je pense à votre patiente Célia qui ne parvient pas à se laisser aller aux surprises de la rencontre. Oui. C'est effectivement chez Célia, la grande difficulté, c'est que finalement le contrôle était presque devenu hors contrôle. C'est-à-dire qu'elle ne parvenait plus, elle sentait bien comme il y avait quelque chose même physiquement dans son corps qui était très tendu dans la relation à l'autre. Et c'est vrai, c'est un petit peu ce que disait aussi, ça m'a fait penser à ça, le témoignage d'Aurélia sur l'entourage qui dit mais t'es pas assez disponible, tu t'ouvres pas assez, ou fais des efforts, sors un petit peu. Moi, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, et je trouve ça extrêmement difficile. Et ce que je voudrais dire aux personnes qui aimeraient rencontrer quelqu'un mais qui n'y parviennent pas, c'est de regarder aussi avec tendresse et avec indulgence comment est faite leur organisation, c'est-à-dire comment elles s'organisent dans leur rapport au monde, dans leur manière d'exister.
comment elles font dans la relation à l'autre, comment existe le lien à l'autre. Et aujourd'hui, c'est peut-être désajusté, c'est peut-être difficile pour rencontrer l'autre, mais à un moment de leur vie, certainement, ça a été utile, voire même ça leur a sauvé la vie. Cécile Guéret, vous citez l'un de vos maîtres, le grand psychiatre américain Irvin Yalom, je le cite, « L'angoisse de mort est inversement proportionnelle au plaisir de vivre ». Oui, exactement. Cette phrase, je trouve, elle est absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est l'idée que pour contrôler, en fait, notre angoisse de mort, la contrainte de finitude que nous avons tous en tant qu'humains, en sachant que nous sommes mortels, on va essayer au contraire de réduire toute l'incertitude de la vie. Mais en réduisant ainsi l'incertitude de la vie, le problème c'est que c'est la vie elle-même que nous réduisons. Et c'est pas seulement les relations aux autres qui sont atteintes, c'est aussi le sens que nous avons de nous-mêmes. C'est un petit peu, on se ratatine à l'intérieur, en fait, on s'empêche de vivre. Et ce que dit Yalom, c'est qu'au contraire, il faut ouvrir les fenêtres de la vie, vivre pleinement, chanter, danser. Et c'est parce qu'on se plonge entièrement dans la vie qu'on peut réduire cette angoisse de finitude. Christine Appelé-Douel, vous remplacez cette semaine notre camarade Thibaut de Saint-Maurice. Quel est le menu de votre ordonnance littéraire ? Mon ordonnance littéraire va se décliner en plusieurs recommandations. Mais d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que bien entendu, avec tout ce que j'ai entendu, c'est que l'amour est évidemment une surprise. Nul ne s'attend jamais à tomber amoureux. La question d'ailleurs n'est pas nouvelle et elle agite le genre humain depuis la nuit des temps. Je suis d'ailleurs bien prête à parier que Monsieur et Madame Sapiens se la posaient déjà. Bon, alors peut-être en termes moins choisis que les auteurs classiques dont je vais vous parler et qui en firent leur chou gras, si vous me passez cette familiarité. Racine ne parle pas d'autre chose d'ailleurs. Regardez ce qui advient à cette malheureuse Phèdre qui tombe raide, folle, dingue, amoureuse de son beau-fils. C'est évidemment l'irruption non seulement de l'imprévu. Sacrément, oui. Et oui, mais aussi de l'impensable. C'est la face tragique de la surprise. Mais voilà que cette surprise prend des teintes beaucoup plus gaies grâce à Marivaux et à sa délicieuse surprise de l'amour. Bon, l'intrigue, je vous la résume, elle est très simple. Le jeune noble Lélio a décidé de renoncer à l'amour après la trahison d'une belle. On se doute bien que c'est une idée fausse. Mais dans le château voisin, une jeune veuve, dont nous ne connaissons pas le nom, a elle aussi décidé de laisser tomber l'amour. Ils se rencontrent, ils se fuient et... boum, l'amour leur tombe dessus. Il ne voulait pas, mais voilà, Cupidon a lancé sa flèche. Alors Marivaux aurait peut-être été d'accord avec Freud, qui parle de deux inconscients qui se reconnaissent. Voilà sans doute pourquoi d'ailleurs l'amour est toujours une surprise, car si nos inconscients le savent, nous en sommes étonnés. Lacan, d'ailleurs, a creusé encore davantage l'énigme de cette surprise par cette célèbre phrase « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». Le plus surprenant dans l'amour, c'est la découverte de l'autre. Il n'était pas là, le voilà qui prend toute la place. En lui ou en elle, je me perds et pourtant je n'ai jamais eu le sentiment d'être autant moi-même. Paradoxe magique. Cela vaut pour les premiers temps, cet éblouissement. Mais il y a plus surprenant, et le plus surprenant, c'est l'amour qui dure. Au pays des divorces, un mariage sur deux se termine par un divorce en région parisienne, c'est bien la plus grande surprise, d'abord pour les intéressés et pour la société qui ne cesse de poser la question à longueur de colonne. Mais comment faites-vous pour durer les secrets de l'amour qui dure? Alors ne creusons pas trop, la réponse fatalement nous échappe heureusement, mais lisons le merveilleux livre d'André Gorz, Lettre à D, écrite à 83 ans, dans lequel l'auteur dit tout son amour pour sa femme. Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos, tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Surprise de l'amour qui dure longtemps. Merci Christine Appelé-Douel. Vous pouvez retrouver la chronique de Christilla en vidéo sur la page Facebook de Grand Maman vous fasse et vous pouvez également réagir à cette chronique. Allez, dites-nous si vous laissez de la place à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse ou alors pas du tout. 01 45 24 7000. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi. 10h46 et on s'intéresse ce matin à l'inattendu, à la surprise dans la rencontre amoureuse avec la psychopraticienne Cécile Guéret, la philosophe Olivia Gazalet et le psychologue social Lubomir Lamy. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Dans la vie réelle, on ne peut pas rencontrer beaucoup de gens. Un regard à l'heure du café, quoi. Un regard, c'est déjà énorme, hein.
il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais moi, je suis pas pour les sites de rencontres ou les choses comme ça. Sauf quand t'es étudiant. Quand t'es étudiant, ça marche. Et dès que tu sors un peu de là, au final, ça devient plus dur au dehors, je trouve. Le site de rencontre, ça permet de se valoriser, c'est trop préparé. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui c'est que ça, on s'accroche à une image, mais pas à la personnalité. Des photos un peu floutées, ou un peu de loin, ou avec ses copines, mais on n'arrive pas trop à savoir laquelle. Je préfère attendre que ce soit inattendu, que ça arrive comme ça. C'est vraiment quand c'est spontané, quand c'est naturel. C'est ce qu'il y a de mieux, l'inattendu, non? Ça sonne avec le coup de foudre, tu vois, c'est pas calculé. C'est très important, vraiment. Quand tu es sans filtre avec la personne, c'est que, voilà, vous vous êtes trouvés. Ah, c'était une belle rencontre. Ça pimente l'existence, qu'est-ce que vous en pensez? Micro-trottoir réalisé par Clément Martin et Julia Macarès dans les rues de Paris. Il y a quelques jours, alors on reçoit énormément de messages, Véronique, sur notre page Facebook, que j'ai rencontré mon mari par le biais d'un site de rencontre en avril 2007. Nous avons appris à nous connaître. Puis l'amour s'est invité dans nos vies. Nous nous sommes mariés en 2015. Nous sommes très amoureux et très heureux. J'avais noté sur mon profil, laissons faire le hasard, il fait parfois bien les choses. Mathilde nous dit, ces jours-ci, j'ai présenté un ami que j'aime beaucoup à une autre amie que j'aime beaucoup. La rencontre s'est très bien passée et ils s'apprécient mutuellement, mais mon ami n'a pas eu les papillons et se demande s'il lui plaît vraiment. Peut-on avoir un coup de cœur à retardement? Le coup de cœur est-il une condition sine qua non pour qu'une relation marche? Tiens, je m'adresse à vous, Cécile Guéret. Mais oui, en fait, ça me fait sourire, ça me touche parce que j'entends beaucoup ça dans mon cabinet. Mais j'ai pas eu le cœur qui bat. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'était pas immédiat. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Et je crois que la grande difficulté, c'est qu'on est prisonnier d'une fiction sur l'amour. En fait, on est tellement pris dans des clichés, en fait, sur des clichés, des recettes sur l'amour, avec l'idéal de l'amour romantique, du coup de foudre et tout ça, que en fait, on attend ça. Alors non seulement la réalité peut être parfois décevante par rapport à cet idéal très très haut placé, mais surtout, je crois que ce qui est embêtant, c'est que ces aspirations sont tellement formatées et tellement fixées et tellement figées que finalement la réalité de la rencontre qui, elle, en fait, est rarement là où on l'attend. En général, elle est un peu à côté, un peu différente, elle est inattendue. Et ben, finalement, on risque de ne pas la voir, on risque de la rater tout simplement parce que ça correspond pas à la fiction que nous avons sur l'amour. Et y compris sur les sensations, sur les ressentis corporels. Alors, Cécile Guéret, votre livre « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise » n'est pas un livre de recettes, mais quelles sont les conditions pour qu'advienne la surprise dans les rencontres amoureuse? Il faut quoi? Accepter la finitude, l'imperfection, les déceptions inhérentes à toute relation amoureuse? Ouh là là, vous allez faire peur au lecteur. Mais il y a de ça, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement ces contraintes-là, c'est-à-dire que l'amour, il y a une part d'imperfection dans l'amour, mais en même temps, c'est magnifique parce que ça veut dire que finalement, ce que va devenir l'amour, mais autant dans la rencontre amoureuse que finalement dans le cheminement du couple, dans la durée ensuite de la relation. C'est cette imperfection qui fait que il va y avoir du mouvement, donc il va y avoir de la vie, et qu'on va se découvrir l'un l'autre avec nos propres imperfections, qu'on va pouvoir se dévoiler à l'autre, un peu descendre de notre piédestal, et donc être dans une relation authentique avec l'autre. Cellulite, le célèbre personnage de Claire Bretéché, hélas disparu hier, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle prenne le risque de la rencontre amoureuse alors qu'elle est peut-être complexée par ses rondeurs, sa cellulite? En même temps, je trouve que ce regard avec toutes les imperfections des personnages de Bretéché est absolument magnifique. C'est comment est-ce qu'on peut exister avec nos imperfections dans la relation à l'autre. Et c'est ça qui finalement, c'est se donner l'autorisation d'exister avec ce qu'on est pleinement. C'est-à-dire avec notre histoire, avec nos failles, avec nos défauts, et accepter ainsi que l'autre se dévoile de la même façon. Et là, on peut vraiment accéder à quelque chose de la rencontre véritable. Priscilla Pellet-Douel. Et Claire Bretéché qui était un génie, je le dis. Ça on peut le dire. Et bravo à la une de Libération ce matin. Ouais. À une et dossier absolument magnifique. Qui était un génie que j'adorais absolument, avait aussi cette capacité, évidemment, c'était tout son style, à introduire du recul, de l'autodérision, de l'humour dans ces histoires de rencontres et de rencontres amoureuses. Et ça, c'était... la surprise, elle était là aussi. Cécile Guéret, un conseil très important, judicieux, que vous délivrez dans votre livre. Il faut être attentif à l'occasion favorable, à l'opportunité qui se présente sous nos yeux.
C'est quoi? C'est l'art de saisir l'instant? C'est le fameux kéros grec? Oui, exactement. C'est cette idée que il y a un moment qui fait événement et qui est là, qui fait un petit peu presque rupture dans le temps linéaire. Le kairos grec, c'est ce dieu qui était chauve et donc il avait une toute petite queue de cheval et il fallait savoir la saisir quand elle passait, pouvoir l'arrêter à ce moment-là. Et je crois qu'effectivement, l'amour, la rencontre amoureuse est cette ouverture kairotique, mais aussi dans le sens où on ne sait pas ce qui va advenir. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on essaye beaucoup aussi de mettre l'amour dans des cases, de mettre la relation. Alors, est-ce que c'est un plan cul, pour dire les choses? Est-ce que c'est un plan cul affectif? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est une relation qui va nous amener dans le couple, les enfants et je ne sais quoi en fonction de nos rêves? Donc en fait, on essaye de catégoriser beaucoup l'amour et le côté kairotique de l'aventure amoureuse, c'est aussi se laisser dans cette ouverture à l'inattendu de ce que va devenir la relation. Le regard de la philosophe Olivia Gazalet. La philosophe, elle va prendre une référence philosophique et rebondir sur André Gortz, qui est un de mes livres préférés, La lettre à D. Il faut vraiment que tous les auditeurs qui s'intéressent à l'amour le lisent, parce que c'est un tout petit livre. Même ceux qui ne s'y intéressent pas. Oui, absolument. Et précisément, ces deux-là n'avaient pas tout pour se séduire l'un l'autre. Et elle, on lui avait dit, méfie-toi, c'est un juif autrichien, c'est pas du tout pour toi. Et lui, la trouvait pas tout à fait assez brillante, pas tout à fait assez lancée, pas tout à fait assez... Elle était pas assez. D'ailleurs, il s'est beaucoup reproché d'avoir souligné ses manquements. Et puis en fait, ils ont pris à un moment, elle lui dit, mais lui, il avait des objections de principe contre l'engagement, contre le mariage. Il disait, mais en fait, la vie évolue, comment est-ce qu'on va faire pour nous maintenir alors que la vie va nous emporter ailleurs? Et elle lui a répondu, c'est elle qui a tout tenu. Elle lui a dit, en fait, l'amour, c'est une décision. Et si on décide qu'on s'aimera, alors on peut ne pas les suivre, mais en tout cas, ça a marché pour eux. On décide qu'on met nos vies en commun et à ce moment-là, on décide d'abolir aussi tout ce qui pourrait nous séparer et de mettre en valeur tout ce qui pourrait nous réunir et ça peut marcher. Ça a marché pour eux. Je précise que ça ne marche pas à tous les coups. Il faut que les deux volontés soient coordonnées. Lubomir Lamy, je rappelle que vous êtes psychologue social. Vous prenez beaucoup de notes ce matin. Oui. Il y a beaucoup à dire. Non, mais sur le mot précédent, le thème de la décision, en général, le mot que j'utilise, c'est le mot interprétation. J'aurais dit, mais c'est très convergent, j'aurais dit que c'est une interprétation d'une réalité. Et une interprétation en fonction d'une connaissance, d'un mythe. Et le troisième paramètre, à mon sens, ce sont des illusions. On n'a pas évoqué tout à fait ce thème, mais les illusions de l'amour sont quand même, et notamment un facteur de stabilité. Les couples qui maintiennent ce qu'on appelait des illusions positives sont quand même ceux qui ont la probabilité la plus élevée de durer. Ça veut dire quoi exactement? Les illusions de l'amour, notamment, alors c'est dans beaucoup de registres, mais notamment le fait que on a montré par exemple que des gens qui vivent en couple croient que leur partenaire est plus beau qu'eux. Et tout le monde pense la même chose. Donc, à chaque fois, chacun des deux pense que l'autre est plus beau que la moyenne des gens du même sexe, plus beau qu'eux, plus beau que leurs anciens conjoints. Ça fonctionne très bien. Et quand l'illusion est maintenue, et d'ailleurs, on a montré sur le même registre que cette illusion tend à se renforcer avec les années. C'est-à-dire des couples qui ont vécu ensemble pendant 20 ans ou 30 ans, manifeste davantage ce fonctionnement. Donc c'est en grande partie ce qui maintient les couples. Cécile Guéret, pour vous, certains contes de fées, comédies romantiques, séries télévisées, romans sentimentaux formatent notre vision de l'amour. Un jour, mon prince viendra. Et pour vous, ça peut nous empêcher de laisser advenir la surprise de l'amour. Et oui, parce qu'en fait, on a tellement d'attentes, mais d'attentes très formatées, en fait, très fixées sur la manière dont devrait se passer la rencontre amoureuse, qu'on peut passer à côté de l'inattendu, de la rencontre qui est pas exactement là comme on avait prévu, quoi. Et alors, par exemple, il y a un témoin dans le livre, dans l'enquête que j'ai faite pour mon livre, qui raconte qu'il a rencontré une femme dans une station-service. Et alors, pour lui, c'était impossible. Non, l'amour, ça peut pas se rencontrer dans une station-service, quoi. Et c'est vraiment, finalement, comment il peut passer à côté de la rencontre qui est pas là où il l'attendait. Et le problème, c'est que nous attendons une rencontre
amoureuse standardisée. Oui, on attend une rencontre amoureuse standardisée. On attend aussi, même dans les sensations corporelles, c'est extrêmement standardisé. Il y a les papillons dans le ventre, les mains moites et tout ça. Et ce que moi je travaille beaucoup en thérapie, parce qu'on travaille en Gestalt, c'est vraiment aussi comment ce retour aux sensations et à la singularité de nos sensations. Parce que notre manière d'exister dans le monde, elle est singulière, elle est unique. Et ça, c'est aussi le gage, en fait, de la relation authentique avec l'autre. Parce que ça veut dire qu'on est plus proche de soi et de la manière dont l'autre nous affecte. Et d'une certaine façon, on sort aussi des phrases déjà dites, des relations déjà vécues. On est dans quelque chose de véritable sur le moment, au moment auquel on le vit. J'aimerais vous lire ce message de Mildred sur notre page Facebook. Ma maman était mariée avec un homme depuis 10 ans. Un jour, ils décident de refaire leur portail. Un jeune type de 10 ans de moins que ma maman arrive, refait le portail et part avec elle. En effet, mes parents se sont rencontrés comme ça. Mon papa était venu refaire le portail. Ils n'ont jamais envoyé la facture à l'ex de ma mère. J'arrivais 3 ans après. J'adore cette histoire. Voilà. Oui, elle est très jolie, vraiment l'inattendu. L'inattendu aussi, finalement, à la porte de chez soi, hein, parce qu'on entend beaucoup les célibataires qui disent il faut que je sorte, il faut que je me pomponne, que j'aille voir des gens que je rencontre et tout ça. Mais parfois, c'est aussi devant chez soi. Rappelons-nous constamment que rien n'est figé, que tout est possible. Hein, c'est ce que vous dites en conclusion de votre livre. Ouais. Et vous terminez d'ailleurs votre ouvrage en citant la philosophe Cynthia Fleury. Le plus grand travail de l'homme, c'est d'aimer. C'est une création de chaque jour. Notre chef-d'œuvre, notre artisanat premier. Peut-être un mot de conclusion pour terminer. Tiens, Lubomir, l'ami qui ne croit pas au hasard dans la rencontre amoureuse. Si, enfin. Si, quand même, au terme de cette émission. Non, honnêtement. Non, mais bon, c'est une formule un peu réductrice. Hein. Mais, non, ce que je voulais ajouter, c'est que, à propos du thème de la croyance qu'on a abordé plusieurs fois, il y a une grande croyance amoureuse qui est l'amour surmonte tous les obstacles. Et je pense qu'on peut le prendre à l'envers, c'est-à-dire s'il y a obstacle, ça pourrait être le signe que l'amour est présent. Vous savez quoi, ça sera le thème peut-être d'une prochaine émission. Olivia Gazalet, en quelques secondes, un mot de conclusion. Ben oui, enfin, c'est dur en quelques secondes. Mais enfin, l'amour, il faut rappeler que il y a une dimension d'illusion, mais c'est surtout aussi une création de ce qu'on parlait, enfin, Stendhal a parlé de la cristallisation. On projette sur l'autre beaucoup de choses. Donc, il y a une dimension de transfiguration, il y a une dimension d'inconscient et jamais un coup de dé n'abolira le hasard, comme avait dit Mallarmé aussi. Merci beaucoup, Cécile Guéret. Je conseille vivement la lecture. D'aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Ça vient de sortir chez Albin Michel. Merci Olivia Gazalet. On peut toujours lire en poche Je t'aime à la philo, au livre de poche. Merci Lubomir Lamy. Les vrais signes de l'amour naissant en 50 expériences, c'est chez Payot. Vous pouvez continuer à dialoguer entre vous sur la page Facebook de Grand Main vous fasse et bien sûr podcaster l'émission sur l'appli France Inter. Demain, on s'intéresse au bonheur à la française à travers quelques objets qui disent quelque chose de la psyché nationale, comme le tire-bouchon ou la clôture. Vous verrez, c'est assez intéressant. Oui, vous verrez demain avec le sociologue Gaël Brûlé. Dites-nous vous à quoi ressemble le bonheur à la française. 01 45 24 7000.